puissions derrière alimenter la table ronde, si vous en êtes d'accord. Comme c'est très technique, je vais... Donc je suis ravie et vraiment très honorée de vous recevoir à Évreux en ma qualité de présidente des usagers du Conseil territorial de santé d'Évreux. Avec cette lourde mission d'introduire sur la télémédecine, vous allez le voir, un vaste sujet, télémédecine, téléconsultation, le téléstaff, la téléexpertise, la télésurveillance à domicile, la domotique, bref, le numérique au cœur de tout ça. Avec, vous verrez tout à l'heure, toutes les évolutions tarifaires qui peuvent accompagner cela. Je le disais en préambule, c'est un sujet éminemment technique. Mais nous nous sommes formés du mieux que nous avons pu en assistant à des colloques départementaux, régionaux, nationaux, pour tenter de mieux comprendre et de mieux appréhender et de ne pas être trop candide sur cette problématique du numérique. Parce qu'en même temps, on va le voir, il y a des enjeux colossaux derrière. Peut-être que vous savez ce qu'est un conseil territorial de santé. Mais je me disais que ce serait peut-être bien de commencer par là, parce que pourquoi nous, usagers, prendrions la parole dans ce contexte-là? Vous allez me dire encore une nouvelle instance. Je suis un peu d'accord avec vous. Une instance en même temps de proximité, ce que l'on appelle de démocratie sanitaire qui réunit des financeurs, des responsables de services de santé et des collectivités territoriales, et bien sûr nous, les usagers. C'est ce que l'on pourrait appeler le Parlement territorial de la santé au niveau de la Normandie. Qu'est-ce qu'on y fait? Sommes-nous utiles ou servons-nous de faire valoir, de plantes vertes, j'allais dire? Nous faisons finalement remonter la connaissance dans nos domaines d'expertise. Nous avons fait remonter avec les collègues ici présents, par exemple, le manque de coordination entre les services, les problématiques de transport et de mobilité qui finalement étaient au cœur de nos organisations. Bien évidemment, nous portons la parole du handicap, des personnes âgées, des personnes en grande précarité, mais aussi maladies chroniques, on a vu le cancer, le diabète à travers la prévention. En tout cas, le sujet qui nous concerne aujourd'hui, cette organisation du parcours de santé, avec, on nous le met toujours en parallèle, cette réelle problématique démocratique médicale. Nous avons donc proposé, au départ de l'installation de cette commission, de travailler autour de la télémédecine du numérique. Et nous avons été entendus par notre directeur, monsieur Poulaillon, qui d'emblée a vraiment été séduit par notre proposition. Après, dès le départ, on a été très honnête. C'est un sujet qu'on ne maîtrisait pas vraiment, mais on pouvait émettre quelques inquiétudes. D'où l'idée de proposer ce colloque-là aujourd'hui, en toute simplicité, où vraiment l'idée, c'est vraiment d'être interactif, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc non, finalement, nous ne sommes pas des plantes vertes. On a vraiment contribué à, et je pense qu'on est le premier colloque, côté usager, à aborder la télémédecine. Et Léonard nous disait tout à l'heure qu'on était peut-être le premier conseil territorial de santé à avoir proposé. Qu'est-ce que tu as dit? La même chose. Bon, du coup, c'est agréable. Certes, en introduction, vous avez évoqué les déserts médicaux. Alors, on voit bien, à force d'entendre les uns et les autres, que ces déserts médicaux proviennent d'un problème générationnel, d'une volonté professionnelle de modifier un peu leur façon de travailler, mais aussi, là je me fais un peu plaisir, parce que l'arrivée des femmes dans la médecine vient un peu bouger les pratiques. Bon voilà, on voit bien que tout ça est en train de... Du coup, il faut réorganiser. Donc avec tous ces paramètres que nous connaissons bien, comment faire face en même temps à l'augmentation des maladies chroniques qui nous est annoncée et qui est effective, comment faire face au vieillissement de la population, avec en même temps en face une raréfaction des moyens humains. Je ne suis pas une championne de maths, mais l'équation me paraît assez simple. La télémédecine serait-elle la reine des vertus? La télémédecine, c'est mieux que rien.
même si la solution n'est pas parfaite. La télémédecine va permettre de mieux structurer l'offre de soins et donc peut permettre une égalité territoriale d'accès aux soins. Comment venir dire qu'il y a quelques points de vigilance quand on entend tout ça? Donc oui, la télémédecine sort de la science-fiction. Et nous sommes en train de vivre une révolution et la télémédecine en est un outil. Comment s'y opposer? Lorsqu'on entend que ces entreprises du numérique peuvent aider à passer d'un système de soins réactif, thérapeutique, à un système préventif, donc avec une intervention le plus en amont possible. Diabète, où l'on photographierait son assiette avec une analyse des algorithmes, moins de stress, moins de piqûres. Bien sûr qu'on est d'accord, bien sûr qu'on a envie d'y aller. Nous, les usagers et familles, ravis d'entendre que plus de 9000 maladies rares, inconnues à ce jour, touchant quand même 9 millions de personnes, seront beaucoup mieux repérées et donc mieux soignées, grâce au numérique ou à l'intelligence artificielle. Je vous avouerai que je ne sais pas la différence entre le numérique et l'artificiel. Voilà. Donc comment être contre quand on entend ce côté positif? Nous, usagers et familles, sommes ravis d'entendre que la médecine prédictive permettrait de traiter bien avant que la maladie ne s'installe, la maladie d'Alzheimer. Et j'ai vu tout à l'heure des représentants de l'asso France Alzheimer. Comment être contre? Une avancée majeure et incontestable, mais des points de vigilance forts. Des enjeux d'outils numériques, de protection de nos données, de gouvernance, sans oublier la formation des professionnels de santé, auxquels il conviendra d'ajouter, ça a été évoqué tout à l'heure, on le développera, les professionnels du médico-social, du social, au numérique, avec un bémol de taille, le manque cruel de compétences en informatique. Mais la télémédecine est déjà là. Nous avons entendu dans certains colloques, peut-être à temps, qu'il y avait déjà 1900 établissements et services équipés en numérique, 22 maisons de retraite. Mais ces professionnels ont-ils été formés aux outils numériques, aux réglementations spécifiques, aux risques majeurs de piratage et de revente de nos données? Est-ce un outil finalement complémentaire, supplémentaire, un levier pour que la population ait un meilleur recours aux soins? Devons-nous en avoir peur, nous, les usagers, mais aussi les professionnels de santé, car l'usager sans son binôme de médecins ne peut pas fonctionner? Des termes inquiétants qui ont été évoqués dans la plupart des colloques auxquels nous avons participé. Médecine Amazon, numérisation, messagerie cryptée, portable. Le numérique peut être un atout extraordinaire entre les algorithmes qui permettront de travailler sur des données mondiales et donc une meilleure santé au service de l'humain, mais les questions de cybersécurité sont plus importantes que jamais. Il ne faudrait pas passer d'une rupture de soins à une rupture numérique. Qui va avoir les compétences en interne de l'hôpital? Qui va avoir les compétences en interne du centre médico-social, de l'établissement, la maison d'accueil spécialisée, le foyer de vie, la maison de retraite? Je souhaitais partager avec vous quelques bribes entendues au fur et à mesure de ces colloques, qui étaient notamment la e-santé, le Big Bang de la santé, MedConnect, bref, des colloques de référence. Il a été dit, le secteur de la santé est un secteur fabuleux pour ces entreprises du net. La santé arrive en tête de toutes les recherches sur Google, donc contribue à améliorer les algorithmes pour mieux suivre les épidémies, les maladies chroniques, etc. Cela représente plus de 200 000 applications numériques dans le domaine de la santé, soit quasi 60% sont dans le domaine de la santé. C'est quelques 500 000 messages échangés en Normandie par email, 60% des médecins libéraux. Même si l'on nous dit que tout est bien protégé, quid de la messagerie sécurisée et de la protection des données quand on passe par Skype, WhatsApp, les smartphones? Mais à qui revient la protection des données vu la multiplicité des acteurs qui sont en train de se mettre en place? Dans le monde, nous sommes passés de 10 000 robots dans les années 90 à 1,8 million robots en usage en 2016. Quelques inquiétudes
inquiétude quand Facebook encourage les patients à communiquer entre eux. Quand Sanofi signe avec Google un contrat de 5 milliards d'euros consacré au développement. Quand Apple travaille une nouvelle application pour mieux gérer la santé. Quand Amazon veut remplacer les pharmacies aux USA et racheter une chaîne d'officines en Allemagne. Il a été évoqué dans un des colloques, peut-être à Caen d'ailleurs, un risque de médecine Amazon. Allons-nous vers une ubérisation de la médecine? Les sites comme Doctolib, Antax, alors j'avoue que Antax, je ne connaissais pas. J'ai aussi entendu parler de répertoire de données partagées. Qui aura le droit de partager? Sous quelle éthique? Est-ce que la charte qui nous a été présentée répond à cela? Nous, usagers, craignons un effet pervers, la divulgation de nos données médicales, et en même temps, nous savons bien que nous donnons volontairement nos données via les réseaux sociaux, les montres connectées pour mesurer notre score sportif, tels que les téléphones, Apple Watch, etc. On nous dit souvent que les lois encadrent les choses, les fameux RGPD, mais si on interroge individuellement, on ne sait pas qui mettre dedans. La CNIL. Mais l'industrie des nouvelles technologies va plus vite que les hommes qui font la loi. Alors vigilance, car on n'a rien de plus précieux que nos données de santé. L'hébergement des données de santé. Dans certains colloques, il a été dit que les hôpitaux n'avaient pas les moyens financiers pour stocker les données, que cela représenterait 40% du PIB mondial si nous devions stocker l'intégralité des données de tout le monde. Il faut donner une garantie aux usagers que leurs données ne seront pas revendues aux assureurs, aux lobbies commerciaux. Dans ce nouveau système de santé qui nous est proposé, il y aura beaucoup plus d'acteurs que ce binôme formé depuis des siècles entre le médecin et le patient. Nous devons donc être encore plus vigilants, encore plus exigeants. Vous l'avez compris, je veux interroger la sécurisation des outils utilisés. Et en même temps, tellement d'attentes dans la télémédecine, nous l'avons bien vu en introduction, que nous risquons peut-être d'être déçus. Cette journée à Caen, au-delà de la qualité des intervenants, qui était extraordinaire, vraiment, ne m'a pas vraiment convaincue, même si on voit bien que nous, usagers, à travers toutes les réunions que nous avons eues, même entre nous, nous avons bougé dans notre posture. D'un côté, nous savons que la relation patient-médecin aide à la guérison. Mais que va devenir cette relation humaine, la relation émotionnelle avec ce lien virtuel qu'est l'outil numérique entre le professionnel et la population? Relation humaine qui existe et surtout qui est nécessaire entre son médecin et nous. Que va-t-il advenir de cette relation avec la présence de la machine entre nous deux? Le docteur Martin Winkler nous dit que la médecine, c'est 80% de relationnel. Nous, usagers, pouvons émettre des inquiétudes sur cette prise de pouvoir de l'informatique qui risque de dégrader la relation patient-médecin. Plus la technique est présente, plus les humanités sont fondamentales pour éviter ce sentiment de déshumanisation. Il est à craindre cette déshumanisation des services liée au manque de temps, au manque de professionnels, aux économies de santé sous-jacentes, à la machine, mais aussi aux exigences des usagers. Aujourd'hui, on a parfois remplacé le bonjour par « avez-vous une carte vitale ?» C'est de la provocation. Il ne faudrait pas gagner en technicité et perdre en humanité tant pour les usagers que pour le médecin lui-même. Un médecin ne doit pas devenir un télémédecin à 100%, sinon il deviendra malheureux. Et je l'ai entendu. Et en même temps, nous ne pouvions pas aborder, lors de ce colloque côté usager, la mobilité et l'accessibilité. Aujourd'hui, c'est le patient qui se déplace vers le professionnel de santé. Mais à terme, avec ces techniques-là, c'est le système qui ira vers le patient. Mais du coup, que va-t-il advenir des plus vulnérables, des plus éloignés de ceux qui sont concernés par ce que l'on appelle» auquel il convient d'ajouter, ça a été évoqué au colloque de Caen,
comment dire, les jeunes médecins qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'outil informatique. Et pour tout vous dire, je n'aurais pas embarqué les jeunes dans ma... 20% des Français sont empêchés de lire, soit un Français sur 5. Bien évidemment, la formation revêt une importance capitale. Mais là, on voit bien qu'on complexifie l'approche de la formation, c'est-à-dire qu'il faut une formation de santé, mais il faut ajouter une formation autour de numérique. Et en fait, il faut lier ces deux compétences. La télémédecine, je crois que je conclue là. Un réel progrès, mais notre plus grande peur, perdre notre relation émotionnelle, cette humanité, cette compassion, cet humain tout simplement qui en anglais s'appelle le cœur. Allez. Merci beaucoup.